plusieurs choses qu'aujourd'hui on peut imaginer qui changent liées au climat. C'est surtout les équilibres dans les vins, comme ça il y a des alcools qui sont plus élevés dans certains cépages, pas tous, surtout je dirais essayer de réguler cette chargement en sucre de certains cépages qui s'arrêtent plus, comme ça on arrive à rentrer des cépages de lots de raisins qui ont des alcools très très élevés. Alors ça va poser des soucis sûrement de fermentation ou de fin de fermentation. Presque obligé, on est à des fois ramasser plus tôt que ce qu'on voudrait. Par contre, pour moi, il y a un gros décalage quand on monte des fois rapidement, très tôt dans la saison à 16 degrés, 16, 17, voire 18, sur certains cépages comme les grenaches. Les maturités physiologiques et technologiques, ils sont pas en face. Comme ça, on a souvent de tanins qui peuvent être secs, on peut avoir une complexité aromatique qui est pas là, un métabolisme secondaire qui est pas bien enclenché. Je pense qu'on a surtout une influence sur la qualité des polyphénols et aussi sur l'hétérogénéité des parcelles. Et donc, on a l'hétérogénéité dans un secteur d'une parcelle à l'autre, dans une parcelle, et même parfois on a l'hétérogénéité au sein même d'un secteur. Nous, on constate au niveau de nos maisons un deuxième enjeu majeur qui est au niveau de la composition azotée de la matière première. On a pu constater, en faisant des comparaisons, par exemple au niveau de la R&D, on a pu comparer des analyses sur les mêmes parcelles de vignes entre aujourd'hui et les années 80. Et on voit, alors c'était sur des chardonnays, mais on voit que l'évolution de la composition de la matière première en termes d'azote est considérable, c'est-à-dire tant en termes de quantité que de qualité. Plus de maturité s'accompagne avec quelque part une forme de richesse supplémentaire qui, dans un premier temps en tout cas, nous donne plus d'opportunités, honnêtement, notamment en termes d'années à millésime. Puisqu'en Champagne, on ne fait pas des millésimes tous les ans. Là, ça fait 3 ans d'affilée qu'on a des millésimes chauds, mûrs, sains, avec des matières premières qui sont magnifiques. Alors, je ne suis pas en train de dire que le changement climatique, c'est génial, mais on va dire qu'on ne peut pas nier qu'il y a des effets temporairement positifs sur la qualité des vins. On a changé nos pratiques culturelles parce qu'à l'époque, on pouvait avoir l'envie d'effeuiller. Aujourd'hui, on cache les raisins, on protège les raisins et on laisse les feuilles tomber toutes seules. C'est-à-dire que jusque début août, on voit un état végétatif normal et à partir du 15 août, dans les années chaudes, on voit qu'il y a les feuilles d'en bas qui commencent un peu à tomber. Donc ça a été un acte important pour préserver les raisins de l'impact du soleil. En fait, c'est très variable parce que les nuits sont chaudes parfois, et parfois on a comme cette année les récoltes 2020, on avait des nuits qui étaient normales. Donc en fait, je dirais que nous, on a des règles de base, c'est-à-dire quand la nuit on descend, je dirais autour de 10-12 degrés, on peut ramasser éventuellement les blancs à la machine. Si on est à plus de 15 degrés, on les ramasse à la main. Et là, on les fait passer par un circuit de froid pour baisser on met justement les grappes dans des tubulaires pour les tomber à 5 degrés. Donc voilà, en fait, on travaille en fonction de la température. Mais il est évident que si on a, je dirais, cet effet un peu tropical sur quelques journées où on a des nuits chaudes, c'est pas très recommandé de ramasser des raisins à 20 degrés sans les passer au froid. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans des grands réfrigérateurs, en grappe entière. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on les tombe à 5 degrés et on les pressure que le lendemain. Faire des cuvaisons plus courtes, on va faire des températures aussi où on ne va pas monter trop en température, plutôt à 25 degrés en bas de cuve et à 28-30 au milieu de la cuve. Et on va faire attention aussi de ne pas extraire la part du pépin qui n'est pas complètement enhouté. Donc on a des gestes précis qui font en sorte d'éviter l'amertume, parce que l'amertume, une fois que vous l'avez, ou l'astringence, vous n'arrivez pas à la faire repartir. Il y a des fois des macérations qui sont plus courtes.
Aujourd'hui aussi, parce que des fois on a peur on veut de cuver avant pour que ça finisse en phase liquide, parce que c'est plus facile de contrôler les températures, s'assurer des fins de fermentation. Ça peut être aussi lié au style de vin un peu plus souple, moins extrait qu'on cherche pour d'autres raisons. Mais bon, ça peut aider. Ce sont des choses qui je vois qui changent un petit peu. C'est maîtriser, apprendre à maîtriser les acidifications quand la réglementation nous le permette. Voilà, et sans changer les équilibres aromatiques et gustatifs de façon trop forte. Mais c'est une technique qui aujourd'hui il faut reprendre et voir jusqu'où ça peut nous aider. Je fais beaucoup plus de co-vinification que je faisais peut-être moins avant. Ça veut dire que je veux assembler des cépages qui sont avec des équilibres différents, un qui va être plus alcooleux, autre moins alcooleux. Comme ça, avec ça, je m'assure une fin de fermentation. Après, bien sûr, il faut que ces cépages soient de même qualité, au même type, qui puissent me donner un bon produit à la fin. Mais je co-vinifie plus maintenant. On a créé l'activité il y a 25 ans avec un objectif qui était d'utiliser des techniques soustractives pour éviter au maximum tous les intrants au niveau des traitements des vins. Et donc la première activité qui a été développée par Renaudia et l'INRA, c'était la stabilisation tartrique membranaire, donc avec de l'électrodialyse. Et on a effectivement constaté depuis le démarrage de cette activité que au fur et à mesure du temps, les pH et les degrés alcooliques augmentaient. Donc les gens qui faisaient appel à nos services au début, on a commencé avec une seule unité, se sont aperçus que grâce à cette technique membranaire où on pouvait baisser le pH, ils avaient un intérêt très intéressant sur d'autres éléments œnologiques de traitement des vins. Et le développement de ces techniques membranaires nous a permis de leur apporter des solutions complémentaires. Donc aujourd'hui, le développement a été extrêmement important, notamment à partir des années 2005-2007. Et aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'unités de traitement qui traitent en moyenne 700 à 800 000 hectos par an sur toute la France. Et nous traitons spécifiquement pour l'acidification entre 50 et 70 000 hectos par an, et pour la désalcoolisation à peu près 30 000 hectos en 2019-2020. En moyenne, on est sur des baisses des degrés alcooliques aux alentours de 2 degrés. Alors, la législation aujourd'hui, c'est 20% du degré initial, donc on pourrait aller sur des vins par exemple à 15 degrés jusqu'à 3 degrés de baisse, et on est plutôt sur du 2 degrés, 1 degré et demi, 2 degrés. Et sur les pH, on est en moyenne à 0,2 points de pH de chute. On a certains verrous législatifs, notamment par rapport à la problématique des vins biologiques, puisque ces technologies sont interdites en bio, que ce soit les techniques membranaires pour l'acidification ou la stabilisation et la désalcoolisation. Mais il y a aussi des verrous, on va dire, plus psychologiques, qui sont une tendance à vouloir moins intégrer certaines technologies, où le mot a tendance à faire peur, alors qu'il y a souvent un manque de connaissances et de compréhension de ce qui peut être fait justement dans des techniques qui donnent des solutions à des problématiques sociétales et environnementales. Et en 25 ans, on a l'impression que moins on parle de technologie et mieux c'est, alors qu'au contraire, il y a 25 ans, quand on amenait des solutions technologiques et techniques, les vignerons étaient extrêmement satisfaits de pouvoir avoir des garanties sur leur vin. Donc là, il y a un verrou, effectivement un verrou psychologique. Il peut y avoir un frein économique par rapport à des traitements physiques et technologiques, c'est-à-dire que par rapport à des intrants, on sera forcément toujours plus cher avec une technologie, et notamment quand on le met en œuvre comme nous en prestation de service, le service qu'on apporte, il faut être capable de le valoriser tant au niveau du vigneron sur sa bouteille, quand on réfléchit en termes qualitatifs et en termes de valorisation de marché. Je pense que la limite, elle est double. Elle est d'abord une limite économique, parce que ce sont des procédés qui coûtent relativement cher, et que sur la masse des produits qu'on fait à Languedoc-Roussillon, on ne peut pas forcément arriver à absorber ces coûts.
La deuxième limite, c'est la limite législative. En France, on est extrêmement soucieux de la gestion des alcools, puisque là, on va obtenir de l'alcool, évidemment, puisqu'on enlève. Et cela pose des problèmes au niveau de la réglementation, sachant que les douanes sont très frileuses à laisser repartir une production d'alcool qu'ils ont mis beaucoup d'années à interdire. Alors avec des approches assez nouvelles, qui pour moi sont plutôt étaient assez précurseurs à l'époque, mais qui sont plutôt dans l'air du temps aujourd'hui, qui sont avec les approches plutôt big data, en se disant bon, je viens analyser de manière statistique l'ensemble des bases de données relatives à l'élaboration de mes vins, j'embarque la totalité des données que j'ai à disposition, et ensuite je mouline ces données pour essayer de trouver les corrélations entre les actions qui ont un lien direct avec les occurrences de défauts qu'on peut croiser et les autres actions. Et ça permet des fois de mettre en évidence des leviers, notamment opérationnels, qui sont importants, même si on ne sait pas forcément toujours les expliquer. Alors, la petite révolution qu'on a fait, c'est grâce d'ailleurs aux travaux de Jean-Marie, c'est le pilotage des fermentations. Oui. Ça, par contre, c'est un gros atout, une grosse marche en avant, parce que ça permet aux opérationnels d'avoir plus de leviers de pilotage, plus en capacité de les activer au bon moment. Donc on a plus de leviers de pilotage et on peut être plus précis et plus fin dans la manière de les appliquer. Qu'est-ce qui se passe avec ces changements climatiques et la flore microbiologique du raisin? Comme ça, voir un petit peu si on peut au moins comprendre mieux s'il y a des choses qui sont en train de se passer et pourquoi il y a cette évolution de fermentation et de microbiologie en cave. L'enjeu numéro 1 de l'œnologie vis-à-vis du changement climatique, c'est quand même l'adaptation à la matière première. Même si je mets de côté tous les enjeux viticoles, l'œnologue, dans nos maisons, il récupère une matière première. Et cette matière première, il y a deux enjeux majeurs. D'abord, il y a la matière première d'aujourd'hui qui est fortement impactée par le changement climatique. Et en tout cas, plus le temps passe, plus on voit que les impacts du changement climatique sur la composition de la matière première se fait ressentir. Donc derrière, ça a des conséquences sur les vinifications. On a tout intérêt à anticiper finalement les conséquences potentielles de cette nouvelle matière première sur les défauts potentiels du vin. Alors nous, traditionnellement, on les découpe en oxydation, réduction végétale, tout ce qui est goût moisitereux. Voilà, ça c'est nos préoccupations majeures. Une des clés de la viticulture durable, ce sera la biodiversité. Donc on va peut-être devoir intégrer dans nos modes de vinification de la matière première qui est composite de plusieurs cépages. Peut-être qu'on aura des parcelles multicépages, probablement au moins multiclonales, mais sans doute multicépages. Donc l'œnologie doit s'adapter à ça. Et quand je vais recevoir, peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être demain, des blancs, des noirs mélangés avec des niveaux de maturité variables, etc. Vous allez avoir une matière première toute neuve. Comment je fais? Donc pour moi, dans le comment je fais, il y a toute la partie pilotage des fermentations qui devient essentielle. Parce qu'une des clés, je pense, de l'adaptation de l'œnologie de demain, ce sera la capacité à être en permanence, en temps réel, en analyse de la situation pour pouvoir réagir. Ce qu'on doit faire, c'est une viticulture de précision. Et c'est passionnant. Mais moi, je demeure optimiste, d'autant plus que quand on se projette un peu avec les cépages résistants, on va avoir des qualités de raisin qui seront issus de croisements entre différents cépages, qui nous permettront déjà d'être bio, puisque d'éviter de traiter le mildiou, l'oïdium en particulier, et qui permettront aussi d'avoir des degrés un peu plus limités et d'avoir une typicité qui nous sera propre. Je pense qu'il serait intéressant d'évaluer le process de vinification intégré dans un itinéraire global qui serait la vinification, mais aussi l'élevage. On peut aussi intégrer la mise en bouteille. Et quand on fait des études sur une façon de travailler, sur une levure, sur un intra-œnologique, vraiment l'intégrer dans cet itinéraire, on pourrait faire une banque de données, avoir un peu d'expérience et essayer non pas de comparer totalement un millésime à l'autre, parce qu'ils sont quand même différents, mais quand même d'avoir des familles de millésimes, on va dire, et essayer à travers cet itinéraire qui aura bien été étudié et décodé, de dire voilà, cette année je vais plutôt m'orienter vers ce type de travail. On a les problématiques énergétiques
C'est-à-dire que si on veut réduire notre impact carbone, comment est-ce qu'on fait, notamment pour utiliser moins le chaud et le froid? La vinification, c'est quand même une activité, voilà, si on part du pressurage jusqu'à la mise en bouteille, quand même une activité qui est très énergivore, hein. Alors, même si c'est pas la plus énergivore de l'industrie, loin s'en faut, mais elle est quand même énergivore. Donc, comment je fais pour finalement baisser mes consommations énergétiques sans avoir d'impact sur la qualité de mes produits? Dernier axe, hein, qui est la valorisation des sous-produits et des coproduits. C'est-à-dire comment je fais en sorte que tout ce que je génère soit du mieux possible recyclé et valorisé pour encore diminuer mon impact sur l'environnement et sur l'évolution climatique. Je pense que dans le côté de l'univers des AOP, mais il faut être prêt à intégrer à l'avenir de nouveaux cépages pour enrichir, je dirais, la palette aromatique et de cépages de chaque terroir, sans trahir l'ADN de son territoire. Et ensuite, sur les IGP, qui sont des univers beaucoup plus libres, justement, il faut faire de la recherche appliquée. C'est-à-dire que sur les IGP, il faut avoir la volonté d'explorer de nouvelles typicités, de nouveaux goûts, donc de nouveaux cépages. On sait très bien qu'il y a une évolution naturelle du produit qui se fait par la maîtrise croissante des événements par les opérationnels, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en parallèle, les choses sont également bousculées par deux phénomènes qui sont liés en fait, hein, et qui sont le changement climatique d'un côté et d'un autre côté l'évolution des attentes consommateurs.